Le mari a découvert que sa femme allait dans la forêt chaque nuit. Ce qu'il a vu était vraiment horrible. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de calme et de recueillement pendant votre visionnage. Alexander Martin a toujours été perçu comme un homme chanceux. Il avait un emploi stable dans une agence de décoration d'intérieur de l'Idaho, une charmante maison en bois nichée à l'orée de la forêt nationale de Payette, et une épouse douce, discrète et à la voix douce, prénommée Lucie, dont le sourire seul pouvait l'apaiser après une longue et épuisante journée. Ou du moins, c'était l'image que tout le monde voyait. Tout a commencé à changer il y a 2 ans, après que Lucie ait subi sa première fausse couche. Il n'y avait pas de cause évidente. Les médecins ont mis en cause le stress psychologique. Lucie a dit qu'elle allait bien. Mais Alexander savait qu'elle n'était plus la même. « Tu te souviens, je t'ai dit un jour que je voulais un chat ?» demanda-t-elle un matin alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner près de la fenêtre. La lumière du soleil filtrait à travers la vitre propre, illuminant le bol de soupe aux haricots rouges qu'elle avait préparé. « Oui, » répondit-il, « à l'époque où tu étudiais à Austin, je crois. Je n'en veux plus. Les chats salissent la maison. » Très bien, peut-être plus tard alors ? Non. Pas plus tard non plus. Sa réponse fut si directe qu'Alexandre marqua une pause. Il leva les yeux vers le visage de Lucie, ni en colère ni fatigué mais vide. Les yeux bruns qui brillaient autrefois de vie le fixaient désormais comme un miroir plat, ne reflétant rien. Elle regardait souvent vers la forêt. Au début, il pensait que c'était du chagrin. Mais petit à petit, de petits détails ont commencé à l'empêcher de dormir. Un soir de début mars, il remarqua que les chaussures de randonnée de Lucie étaient restées à l'envers dans le débarras. Leur semelle était encore couverte de boue, mais pas de la boue habituelle du jardin. L'odeur était étrange, fumée, acide, comme du bois humide qui se consume dans un brasero. Lorsqu'il lui a posé la question, Lucie a répondu sèchement, probablement des voisins. Alexandre ne savait pas quoi dire. Leurs voisins les plus proches étaient Steven et Grace, un couple âgé qui vivait à plus de 500 mètres. Ils élevaient des lapins et cultivaient de la vigne. Steven allumait rarement du feu, seulement lors des barbecues des fêtes. Un autre matin, Alexandre s'est rendu compte que le réveil était mal réglé. Il l'avait toujours programmé pour sonner à 7 heures, mais ce jour-là, il a sonné à 5h40. Lucie s'était déjà levée et avait nettoyé la cuisine. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Mais rien ne semblait avoir été utilisé. Les casseroles étaient impeccables. Et près de la porte arrière, il y avait des taches de boue séchée. Peut-être que j'étais somnambule et que j'ai renversé de la terre, dit-elle sans le regarder dans les yeux. Lucie avait commencé à mentir. Ni maladroitement, ni avec hésitation. Mais avec la douceur de quelqu'un qui répète des répliques apprises par cœur, comme si la vérité avait été étouffée dans sa voix. Alexandre essayait de garder son calme. Peut-être était-ce encore la perte du bébé. Peut-être n'était-elle pas guérie. Mais pourquoi, après 2 ans, n'y avait-il toujours aucun signe de reprise? Ce n'était pas de la dépression. C'était de l'absence. Elle était là, mais juste une coquille vide. Il s'est confié à son meilleur ami, Samuel, un collègue qui connaissait Lucie depuis le lycée. Peut-être qu'elle traverse encore un deuil que tu ne peux pas comprendre, dit Samuel en faisant tourner sa tasse de café dans ses mains. As-tu pensé à l'emmener voir un thérapeute? Lucie déteste les hôpitaux, soupira Alexander. Et ce n'est pas comme si quelque chose n'allait pas. Elle se lève toujours tôt. Elle cuisine. Elle arrose les plantes. Elle lit. C'est juste que... Quoi? Elle est comme une actrice dans une pièce de théâtre, dont je ne comprends pas le scénario. À partir de ce jour, Alexandre commença à observer de plus près. Lucie s'est couchée tôt, mais elle n'a pas dormi. Elle faisait semblant de respirer régulièrement. Parfois, il se réveillait au milieu de la nuit et trouvait son côté du lit vide. Lorsqu'on l'interrogeait, elle répondait « Je suis descendue chercher de l'eau ». Mais il n'y avait jamais un verre utilisé le matin. Une nuit, vers 3 heures du matin, il ouvrit les yeux et la vit debout près de la fenêtre, le regard perdu dans les bois. Immobile. « Lucie » appela-t-il. Elle se retourna, surprise, comme quelqu'un surpris en plein acte. « Je n'arrivais pas à dormir. »« Quelque chose te tracasse ?»« Non. »« Vous êtes sûr ?» Elle sourit, un sourire mécanique et tordu. « Tu t'inquiètes trop, Alexandre. » Cette phrase le fit taire. Non pas à cause de ce qu'elle a dit,
mais à cause de la façon dont elle l'a dit. Plat. Sans émotion. Comme quelqu'un qui imite Lucie, pas Lucie elle-même. Le lendemain, Alexander se rendit chez les parents de Lucie, Richard et Teresa. Ils habitaient à seulement 15 minutes de là, dans une ville voisine. « Comment va Lucie ces jours-ci » demanda Teresa en servant du thé. « Je ne sais pas » admit Alexandre. « Elle a été très étrange. » Richard fronça les sourcils. « Est-ce qu'elle va toujours à l'église le dimanche ?»« Non. »« Tu lis toujours ?»« Oui, mais, finis les romans. »« Que des livres de médecine. »« Des manuels de psychologie. »« Et des histoires vraies de crimes. »« Tu reviens. » Le front de Richard s'accentua. « Il existe un livre sur les enlèvements d'étudiants en Californie. » Teresa prit la main d'Alexandre. « Elle t'a dit quelque chose à ce sujet ?» Non. Elle voulait juste comprendre comment la haine peut durer aussi longtemps. Silence. Richard s'éclaircit la gorge. Lucie était la meilleure élève de sa classe. Mais après avoir perdu sa bourse universitaire, elle a changé. Toujours silencieuse. En colère, mais jamais bruyante. Juste, renfermée. Alexandre hocha la tête. Il était déjà au courant de la bourse. Lucie avait failli être admise à l'université de Boston grâce à un programme prestigieux destiné aux étudiants ruraux. Mais les résultats avaient été étrangement falsifiés. Elle a échoué. Aucune enquête. Elle a quitté la ville et est revenue chez elle. Je pense qu'elle ne s'en est jamais remise, a déclaré Alexander. Teresa serra la main de Richard. Ses yeux brillaient. Elle a tout perdu, à partir de ce moment-là. Cette nuit-là, de retour à la maison, Alexandre vit Lucie disposer des fleurs sur le comptoir de la cuisine. Ses mains bougeaient gracieusement, glissant des orchidées blanches dans un vase en céramique. Ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle portait un doux pull marron. Mais sous la lumière jaune de la cuisine, son visage paraissait plus mince qu'avant. Les cernes sous ses yeux s'étaient creusées. Elle était toujours belle, mais c'était une beauté lointaine. « Tu sais, j'ai rendu visite à tes parents aujourd'hui, dit-il. » Elle ne se retourna pas, « Je m'inquiète pour toi. » Ne le sois pas. Je vais bien. Tu ne vas pas bien, Lucie. Tu te réveilles à 2 heures du matin, tu vas quelque part, tu caches tes vêtements sales, tu remets le réveil. Tu prends de mes nouvelles ? Cette question a tranché comme une lame. Sa voix n'était ni forte ni aiguë, mais froide comme la glace. Alexandre marqua une pause. Je suis juste inquiet. Lucie se tourna vers lui. Son regard était calme. Arrête de poser des questions. Certaines choses n'ont pas de réponse. Seule l'acceptation suffit. Alexandre déglutit difficilement. Cette phrase sonnait comme un avertissement. Un dernier mot pour mettre fin à toutes les questions. Mais c'était aussi le début d'un abîme dont il ne pouvait plus s'éloigner. La pluie de cette nuit-là n'était pas forte, mais elle était incessante et glaciale. Alexandre se réveilla en sursaut. Il ne savait pas si c'était le bruit des gouttes de pluie qui claquaient sur le toit, ou autre chose. Un bruit étrange. En bas. Il regarda l'horloge. 2h57 du matin. La pièce à côté de lui était sombre. Lucie n'était pas là. Il s'assit et se dirigea tranquillement vers la fenêtre. Le rideau était légèrement ouvert. Dans la faible lumière du porche, il aperçut une silhouette. Une femme. Silhouette dans l'obscurité. Vêtue d'un imperméable. Marchant vers la forêt. Tête baissée. Avance rapide. Ses bottes faisaient un bruit lourd et clapotant dans la terre humide. Alexandre se figea. Son cœur battait fort. Une partie de lui voulait l'appeler. Mais une plus grande partie lui disait, « Reste silencieux. Contente-toi de regarder. » Il n'a pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, dans la cuisine, Lucie faisait comme si de rien n'était. Elle coupait des oranges, préparait du jus. Tu es debout tôt, essaya de sonder Alexandre. Non. J'ai dormi jusqu'à ce que tu te lèves, dit-elle sans se retourner. Je me suis réveillée à 3 heures. Tu n'étais pas au lit. Elle marqua une pause. Juste une demi-seconde. Puis il se retourna en souriant. Peut-être que je suis descendu pour nourrir le chat. Alexandre cligna des yeux. Un chat ? Ouais.
Un chat errant. Il y a un chat qui passe par la porte de derrière. Je lui laisse juste à manger. Lucie, nous n'avons pas de chat. Nous n'en avons pas, mais je suis désolé. Alexandre ne répondit pas. La conversation s'interrompit brusquement, comme un fil coupé en plein milieu. Mais il le voyait bien, ce n'était pas une excuse imprudente. C'était un mensonge, lisse et répété, comme si elle l'avait préparé à l'avance. Il commença à faire semblant de dormir chaque nuit. Et chaque nuit, presque au même moment, Lucie disparaissait. La troisième nuit, il a placé son téléphone sous le placard de la cuisine pour enregistrer. Après le départ de Lucie, il est resté allongé dans le noir, le cœur battant, imaginant toutes sortes de scénarios. Quand il entendit enfin la porte arrière se fermer avec un clic, il expira brusquement. Le lendemain matin, il écouta l'enregistrement. Au début, ce n'était que des bruits de pas. Une pluie fine. La porte s'ouvrait doucement. Mais ensuite, choquait une chaîne ou quelque chose qu'on traîne. Puis le bruit d'un cadenas. Et après ça, un faible gémissement. Au loin. Comme si quelqu'un étouffait un cri. Alexandre se figea, les mains moites de sueur. Il rejoua ce passage encore et encore. Ce n'était pas un chat. Impossible. Il a apporté l'enregistrement à Samuel. On dirait du métal, dit Samuel en fronçant les sourcils. Tu es sûr que Lucie ne cache pas un animal? Alexandre secoua la tête, épuisé. Il n'y a aucune trace de ça. Et ce gémissement, les animaux ne font pas ce bruit. C'était une personne. Quelqu'un pourrait-il squatter les bois? Alors pourquoi Lucie y irait-elle tous les soirs? Samuel marqua une pause, réfléchissant. Je pense que tu devrais la suivre. Il n'y avait pas d'autre moyen. La sixième nuit, Alexander emporta son téléphone, une petite lampe de poche et le canif qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser. Vêtu d'un imperméable, il attendit que Lucie quitte la maison comme d'habitude, puis la suivit discrètement. La forêt nationale était humide et glaciale. Les arbres étaient denses, leurs racines noueuses s'entrelaçant comme des doigts entrelacés. Sous ses pieds, le sol était détrempé et boueux. Lucie marchait devant, à une vingtaine de mètres, sans se rendre compte qu'elle était suivie. Elle n'avait pas de lampe, mais elle semblait connaître chaque pas, chaque tournant, comme si le lieu faisait désormais partie d'elle. Alexandre retint son souffle en la voyant s'arrêter devant un grand buisson. Elle se pencha, écarta quelques branches épineuses et entra. Il attendit un moment, puis s'avança en rampant. Derrière le buisson se trouvait une petite cabane en bois, grossièrement construite avec de vieilles planches, légèrement penchées sur une pente. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une étroite fente dans un panneau cassé, suffisante pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alexandre pressa son visage contre le bois et son cœur faillit s'arrêter. Lucie était agenouillée près d'un homme. Son corps était décharné, ses vêtements en lambeaux, ses bras et ses jambes attachés à un cadre en bois par des chaînes. La faible lumière de la lampe à huile projetait des ombres vacillantes sur son visage sale, sa longue barbe négligée et ses yeux creux. Lucie lui donnait une cuillerée de porridge léger. Sa main tremblait légèrement, mais son expression était calme. « Mange, murmura-t-elle. Tu ne veux pas mourir de faim, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas mourir si facilement. » Alexandre resta bouche bée, mais aucun son n'en sortit. La puanteur de la cabane s'infiltrait par la fissure, humidité, pourriture, excréments humains, métal rouillé. L'homme émit un léger gémissement. Lucie se pencha plus près, sa voix encore plus basse. « Vous souvenez-vous de moi? » Pas de réponse. « Je suis l'enfant que tu as détruit. » Alexandre eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing en pleine poitrine. Il se détourna, trébucha sur une racine et tomba au sol. Son cœur s'emballa, une sueur froide lui trempait la peau. Il se releva et courut, trébuchant à nouveau, les mains et les genoux écorchés et ensanglantés. Quand il est finalement arrivé à la maison, il a claqué la porte et s'est appuyé contre le mur, haletant. La maison qui avait été son refuge lui semblait désormais une cage. Il ne savait pas s'il devait être effrayé, furieux ou avoir le cœur brisé. Ses émotions étaient une véritable tempête, indistincte, accablante, surréaliste. Le lendemain matin, Lucie fit comme si de rien n'était. Elle lui demanda s'il voulait du café ou du thé. Il n'a pas répondu. Elle a quand même servi du thé, a disposé des fleurs et a allumé la radio pour écouter les informations. Lorsque Samuel a appelé pour demander ce qui s'était passé, Alexandre n'a dit qu'une seule chose.
Elle garde quelqu'un. Un homme. Dans les bois. Samuel resta silencieux un instant. Es-tu sûr? Je l'ai vu de mes propres yeux. Il est attaché. Il ne peut pas bouger. Lucie le nourrit comme s'il était un animal. La police? Alexandre serra le téléphone. Si je le signale, elle sera arrêtée. Mais je ne comprends pas, pourquoi fait-elle ça? Qui est cet homme? Samuel ne répondit pas immédiatement. Puis il demanda doucement, serait-ce celui qui lui a fait quelque chose il y a longtemps? Alexandre n'y avait jamais pensé. Mais la question résonnait dans son esprit comme une cloche, sonnant sans cesse. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à regarder un film, Lucie a soudainement demandé, « Que penses-tu de la punition ?» Alexandre se tourna vers elle. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, quand la loi ne fait rien. Quand la justice n'existe pas. Les gens ont-ils le droit de punir de leurs propres mains ?»« Non, » répondit rapidement Alexandre. « Personne n'a le droit d'emprisonner quelqu'un. » Lucie hocha la tête, comme s'il n'avait répondu qu'à la moitié de la question. Je pense que, si quelqu'un a ruiné la vie d'une autre personne et n'en a jamais payé le prix, alors finalement, quelqu'un s'élèvera. Elle parlait comme si elle citait quelque chose. Pas avec désinvolture, pas par hypothèse. Alexandre ne répondit pas. Il termina son verre d'eau, sentant comme un volcan sur le point d'exploser dans sa poitrine. Cette phrase fut une confirmation, une étincelle dans le chaos qui grandissait en lui. Alexandre n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une réalité aussi tordue. Vivre avec un inconnu chez soi était une sorte de dépression nerveuse silencieuse. Il ne parvenait plus à dormir. Chaque craquement dans la nuit était décuplé. Chaque regard de Lucie avait la teinte d'un cauchemar éveillé. Il avait besoin d'être sûr une dernière fois. Et si ce qu'il avait vu était une hallucination? Et si Lucie s'occupait simplement d'un sans-abri? D'une âme perdue dans les bois? Non. Impossible. Le lendemain, il a demandé une semaine de congé. « Tu ne te sens pas bien ?» demanda Lucie à son retour vers midi. « Je suis juste fatiguée. Je veux me reposer. »« D'accord. Je vais te préparer de la soupe. »« Pas besoin. » Sa surprise se manifesta un instant, mais elle ne posa pas de questions. Elle sourit simplement, se retourna et entra dans la cuisine, comme si elle s'était déjà habituée à la froideur croissante de son mari. Alexandre était assis, figé, sur la chaise du salon, les mains posées sur ses genoux, regardant par la fenêtre où la forêt gris-vert étendait ses branches humides. Il repensa à leur première randonnée ensemble dans la forêt nationale de Paillet. À l'époque, Lucie lui tenait la main si fort. Elle riait, racontait des histoires de cueillettes de feuilles sèches, d'attrapes de papillons et comment elle avait un jour séché les cours pour pleurer seule dans les bois. « Pourquoi pleurais-tu » avait-il demandé. « Parce que l'équité est une chose inventée » a-t-elle déclaré. À l'époque, il pensait qu'elle plaisantait. Alexandre passa tout l'après-midi à se préparer méticuleusement, une lampe torche puissante, un mini-appareil photo acheté en ligne des mois auparavant, une carte mémoire neuve. Il fixa l'appareil photo dans une fente en bois à l'extérieur de la cabane qu'il avait repérée, le cacha soigneusement et ne laissa aucune trace. Lucie ne le saurait jamais. Cette nuit-là, il la suivit de nouveau. Cette fois, il partit plus tôt pour la devancer. Au lieu de la suivre, il choisit un vieux sentier qui faisait une boucle autour du versant Hay, autrefois emprunté par les chasseurs locaux. Il le savait pour l'avoir parcouru 2 ans plus tôt avec Chris, le cousin de Lucie. Chris avait depuis déménagé à Spokane, et ils ne se parlaient plus beaucoup. En approchant de l'endroit, il éteignit sa lampe torche et s'accroupit comme un soldat de reconnaissance. Le vent sifflait doucement dans les branches, apportant une odeur de pourriture et de cendres légères. Lucie apparut exactement comme il l'avait prédit, pile à l'heure, comme un rituel ancré dans les habitudes. Elle portait un long manteau gris cendré et tenait un sac en plastique noir. Pas de lumière. Pas de lanterne. Elle ouvrit la tente, se pencha et entra. Alexandre pressa son corps contre la base de l'arbre, n'osant pas bouger. Une dizaine de minutes plus tard, une faible lumière vacilla à l'intérieur de la tente, celle d'une lampe à huile. Il regarda par une nouvelle fente découverte la veille et non par l'ancienne. Lucie lavait le visage d'un homme avec un gant de toilette humide. L'homme était ligoté. Ses gestes étaient doux et méticuleux. « Tu dois être propre, dit-elle. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je ne te laisserai pas mourir. Tu le sais.
L'homme ne répondit pas. Il respirait simplement avec un bruit rauque. Une fine couverture recouvrait ses jambes, mais ses genoux dépassaient, criblés de plaies purulentes. Alexandre sentit sa gorge se serrer. « Tu te souviens de moi ?» demanda Lucie à nouveau, cette fois à voix basse. « Je suis Lucie Harris. L'élève que tu as convoqué au tableau pendant l'examen blanc. Celle dont tu as modifié la note, juste pour obtenir une enveloppe de la fille du proviseur. » Alexandre se figea. Ce qu'il a entendu était trop précis. « Tu m'as coûté ma bourse de l'université de Boston. Tu t'en souviens ? Il ne me manquait que 0,5 points. Mais la transcription a été modifiée. Mes parents pensaient que j'avais triché. J'ai tout perdu, ma jeunesse, ma dignité, mon avenir. » Lucie posa le tissu. Elle le regarda longuement. « Mais maintenant tu t'en souviens, n'est-ce pas ?» Les lèvres de l'homme bougèrent. Alexandre ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. Il ne vit qu'une larme couler sur la joue maigre et négligée de l'homme. Lucie se leva. Elle ouvrit le sac en plastique. À l'intérieur se trouvait un récipient de porridge. Elle en prit une cuillerée, souffla dessus et la lui donna. « Ne le renverse plus. Je ne nettoierai pas après toi. Je ne suis pas un serviteur. Je suis le dirigeant. » Alexandre n'en pouvait plus. Il se détourna en tremblant. Il avait envie de vomir. Tout son corps était recouvert d'une pellicule de saleté impossible à enlever. Il ne reconnaissait plus la femme avec laquelle il avait vécu pendant 8 ans. La femme à qui il a un jour proposé de se marier à Savannah, lors d'un voyage de printemps. Il attendit que Lucie quitte la tente, puis revint et récupéra soigneusement la carte mémoire de l'appareil photo. Tout au long du chemin du retour, il se déplaçait comme un homme hébété. Le lendemain matin, Alexandre était assis dans son bureau, les mains tremblantes, tandis qu'il insérait la carte mémoire dans l'ordinateur. La vidéo était granuleuse, mais suffisamment claire. Cela a tout montré. Lucie. Laver l'homme. Lui donner du porridge. Ses mots. Son expression. Une scène misérable et horrible, comme tirée d'un roman noir. Il a enregistré la vidéo à 3 endroits différents. Une copie sur une clé USB, cachée sous le siège. Un dans un brouillon de mail, non envoyé. Et un sur un disque dur externe, enfermé dans un tiroir. Lucie entra dans la pièce, aussi doucement que d'habitude. « Que veux-tu pour déjeuner ?» Alexandre se retourna en forçant un sourire. « Ce que tu as envie de faire. » Elle sourit, un sourire faible et flou. « Tu es facile à satisfaire. » Cet après-midi-là, Alexandre se rendit dans un petit endroit appelé The Corner Café. Où Jessica, l'ancienne camarade de classe de Lucie, était la propriétaire. Elle était l'une des rares personnes avec lesquelles Lucie restait encore occasionnellement en contact. « Jessica », commença Alexandre à voix basse. « Sais-tu si des professeurs ont causé des problèmes à Lucie au lycée ?» Jessica avait l'air surprise. « Que veux-tu dire ? Quelqu'un a-t-il déjà abusé de son pouvoir sur elle, par favoritisme ou quelque chose comme ça ?» Jessica fronça les sourcils. Personne n'a jamais rien dit directement, mais... Il y avait des rumeurs à propos de Gabriel Smith, le professeur de littérature. Qu'il privilégiait les filles riches. Une année, il a donné des notes vraiment biaisées. Cela a fait perdre des bourses à un tas de gens. Lucie était dans ce groupe. Vous avez entendu parler des changements de notes ? Ouais. La voix d'Alexandre était tendue. Mais rien de prouvé. Tout le monde avait peur de s'impliquer. Alexandre serra les poings. C'était donc réel. Ce nom au Gabriel était réel. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une supposition. Pourquoi demandes-tu ça ? Jessica le regarda avec inquiétude. Alexandre secoua la tête. Je veux juste mieux comprendre Lucie. Jessica hocha lentement la tête. Je pense que, si quelqu'un garde la haine aussi longtemps sans rien dire, il pourrait devenir fou. Ou alors il pourrait faire quelque chose pour avoir l'impression de prendre le contrôle. Alexandre a quitté le café avec le sentiment d'être poussé hors de la gravité. Tout autour de lui devenait irréel. Comme un cauchemar sans fin. Une légère pluie a commencé à tomber. Il n'a pas utilisé de parapluie. Laissé ses vêtements se mouiller, ses cheveux se tremper. À la maison, il a rejoué la vidéo. Lorsqu'il atteignit le moment où Lucie nettoyait les blessures de Gabriel,
il s'arrêta. Les yeux de l'homme n'avaient plus le regard d'un humain libre. Il ressemblait aux yeux d'une créature soumise, punie. Mais je ne sais toujours pas pourquoi. Alexandre se leva et se regarda dans le miroir. Qui vivait dans cette maison? Qui était allongé à côté de lui chaque nuit? Et qui était-il? De laisser cela se produire sous son nez. Alexandre ne pouvait plus rien manger. Chaque fois qu'il voyait Lucie porter un bol de soupe, sa main plaçant doucement la cuillère comme toujours, il a vu l'image d'elle donnant du porridge à l'homme ligoté. Et puis, ce murmure. Vous souvenez-vous de moi? Je suis celui que tu as détruit. Cette phrase s'accrochait à la poitrine d'Alexandre, rendant impossible de respirer profondément. La nuit, il restait immobile, le dos tourné à Lucie, l'écoutant bouger dans son lit, le bruissement de l'oreiller, et même ses murmures quand elle pensait qu'il dormait. Un après-midi, alors que Lucie allait au supermarché, Alexandre a utilisé l'excuse de réorganiser le local de stockage pour éviter les soupçons. Il descendit au sous-sol, un endroit qu'il fréquentait rarement. Lucie avait dit que c'était juste pour les outils de jardinage et les vieilles boîtes. La vieille clé était toujours derrière le placard de la cuisine. Lorsqu'il ouvrit la porte du sous-sol, un courant d'air froid le frappa. Alexandre alluma la lumière et descendit l'escalier en bois grinçant. Dans le coin se trouvait une grande armoire en acier avec 3 serrures. Il a utilisé une barre métallique pour tapoter différentes pièces. Le son creux signifiait que les murs n'avaient rien derrière eux. Il ne reste que le coffre-fort. En utilisant une technique de levier de base, il a cassé la serrure. Cela a pris presque 10 minutes. Mais le loquet s'est cassé. La porte du coffre-fort s'est ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines, voire des centaines, de vieux dossiers d'étudiants, coupés et collés à la main. Chaque dossier était une feuille plastifiée avec les noms, les notes et les photos de l'école. En bas se trouvaient des notes manuscrites à l'encre rouge, inclinées. Gabrielle a amélioré le score d'Emma, la fille du directeur. Lucie a perdu 0,5 points en mathématiques, sans raison apparente. Julian Parker a perdu sa bourse en 2009. Alexandre a ramassé une pile. Son cœur battait fort. Tout en bas se trouvait une photocopie d'une transcription interne, accompagnée d'un email imprimé du directeur adjoint à Gabrielle. Il était clairement indiqué: ajuster la note de Lucie Harris. Sans raison. Ordre d'en haut. C'était une preuve. Des preuves que Lucie avait conservées pendant des années, silencieusement, patiemment. Pas fou. Pas impulsif. Mais calculé. Alexandre se mordit violemment la lèvre. Il a continué à chercher. Au fond du coffre-fort se trouvait une clé USB enveloppée dans du ruban adhésif. Étiquetée simplement « Dossier Gabrielle ». Il l'a emmenée à l'étage et l'a branchée sur l'ordinateur. Un dossier est apparu, des entrées de date s'étendant sur le mois dernier. Chaque fichier était un clip vidéo de la caméra de la tante. Première vidéo. Gabrielle, toujours alerte, cria sur Lucie. « Tu es fou. Je vais te poursuivre en justice. Lâche-moi. Je ne sais même pas qui tu es. » Lucie se tenait en face de lui, les mains derrière le dos, l'expression froide. « Tu devrais t'en souvenir. J'étais la première de la classe, celle qui misait tout son avenir sur une bourse. Tu l'as emportée. Pour une enveloppe pas chère. » Gabrielle jura et se débattit. Mais les chaînes ont tenu. « La loi ne t'a pas touché, » continua Lucie, la voix ferme. « Je vais. » Prochaine vidéo, 5e jour. Gabrielle, sale, sanglotant, suppliant de l'eau. Lucie versa de l'eau, la plaça hors de portée et dit: « Si tu avoues, je te laisserai boire. » Jour 12. Gabrielle a commencé à avoir la diarrhée. Les plaies sur ses jambes se sont propagées. Lucie a écrit sur le tableau blanc. Jour 12. Résistance diminuée. État mental en déclin. Jour 20. Gabrielle a arrêté de parler. Il fixait simplement le plafond. Ses yeux vides. Alexandre a vomi sur place. Il s'est précipité vers la salle de bain, s'est effondré à côté des toilettes, s'agrippant au bord comme s'il avait peur de tomber dans un gouffre sans fond. Ce qu'il avait vu n'était pas seulement la preuve d'un crime. C'était un miroir, reflétant l'image d'une femme qui était autrefois douce,
J'aimais l'art, la cuisine et la lecture. Maintenant devenu ravisseur, impitoyable et calculateur. Quand Lucie revint, le crépuscule était déjà tombé. Alexandre s'essuya le visage et essaya de rester calme. « As-tu faim » demanda-t-elle en accrochant son manteau. « Non. J'ai acheté les biscuits que tu aimes. Je ne veux pas manger. » Lucie le regarda plus longtemps que d'habitude. Mais ensuite elle fit un léger signe de tête et ne demanda rien d'autre. Cette nuit-là, elle n'est pas allée dans les bois. Alexandre le savait, car il ne dormait pas. Il est resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin. Les yeux grands ouverts. Écoutez le tic-tac de l'horloge. Comme des coups réguliers contre ses nerfs. Le lendemain matin, il a parlé. « Lucie. » « Oui. » « J'ai regardé dans le sous-sol. » Lucie se figea. « Tu as vu quoi? » ?»« La clé USB. »« Les fichiers. »« Les vidéos. » Elle posa lentement son verre. Très lentement. « Tu as tout vu » demanda-t-elle à voix basse. « Tout ça, Gabriel, ce que tu lui as fait. Tu l'as documenté chaque jour. » Lucie ne broncha pas. Elle s'assit sur la chaise en face de lui, face à face. « Je ne pouvais pas te le cacher éternellement, dit-elle, mais je ne pensais pas que tu le verrais si tôt. Lucie, tu retiens quelqu'un prisonnier. Ce que tu fais est inacceptable. » Inacceptable pour qui, rétorqua-t-elle. À la morale, à la loi, à la décence humaine. Lucie laissa échapper un rire doux, pas moqueur, mais triste. Il a vécu libre pendant plus de 10 ans, Alexandre, tandis que moi, je travaillais comme domestique, j'étais méprisé et je perdais toute chance. J'ai crié, mais personne ne m'a écouté. J'ai signalé l'incident à l'école. Aucune réponse. La presse l'a ignoré. J'ai tout fait comme il fallait. Mais tu n'es pas juge. Tu as raison. Je suis une victime. Et personne n'a rien fait. Alexandre se leva et frappa du poing sur la table. Ce n'est pas de la justice. C'est une cage. Tu te détruis. Lucie le regarda droit dans les yeux. Ses yeux brillaient, mais elle restait étrangement calme. Sais-tu combien de fois j'ai pensé au suicide? Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je me disais, si le monde ne s'arrange pas, alors au moins je dois essayer. Je dois récupérer quelque chose n'importe quoi pour la jeunesse qui m'a été volée. Alexandre n'avait plus de mots. Il ne savait pas ce qui le blessait le plus, la vérité révélée au grand jour, ou la prise de conscience qu'il était resté impuissant à regarder la femme qu'il aimait sombrer dans l'obscurité pendant des années sans qu'il s'en aperçoive. Pourquoi enregistrer des vidéos? Pourquoi documenter chaque journée? Lucie baissa la tête et murmura. Parce que si un jour je meurs, au moins les gens sauront pourquoi. Alexandre était stupéfait. Son cœur se serra. Sa colère se transforma en une tristesse glaciale. « Tu n'es plus toi-même, Lucie » dit-il d'une voix rauque. Elle leva la tête, les yeux cernés de noir mais clairs. « Non, Alexandre. Je suis moi-même. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai enfin fait quelque chose que personne d'autre n'osait faire. Pas de larmes. Pas de dépression. Juste le calme terrifiant de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. » Et Alexandre comprit que ce mariage n'était plus fondé sur l'amour, mais sur une immense distance entre deux personnes qui ne croyaient plus au même monde. Le lendemain matin, Alexandre quitta la maison au moment même où Lucie commençait à nettoyer la cuisine. Il a dit simplement. « J'ai besoin d'aller me promener. » Lucie hocha la tête sans rien demander. Sa silhouette s'estompa derrière la fenêtre, floue dans la brume matinale. Mais il n'alla pas bien loin. Il fit juste un détour, puis revint par la porte de derrière, sans bruit, comme un fantôme. Cette fois, il voulait chercher plus en profondeur, non par curiosité, mais par peur. Une peur qui lui collait à la peau. Lucie ne tenait pas simplement quelqu'un dans ses bras. Elle l'avait planifié, supervisé et peut-être même, fait plus encore. Le garage était son premier arrêt. Il ouvrit le coffre de la vieille Honda Civic de Lucie, la voiture qu'elle conduisait habituellement une fois par semaine pour aller à l'épicerie ou à la bibliothèque municipale. À l'intérieur du coffre, un lourd bac en plastique noir scellé. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une pince coupante, des gants en caoutchouc, des serre-câbles, un grand rouleau de ruban adhésif, de l'alcool désinfectant et une petite pochette ressemblant à des somnifères. Chaque article était soigneusement rangé,
comme une boîte à outils professionnelle. Alexandre prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient. À côté de la poubelle se trouvait un cahier dont la tranche était déchirée. Il le feuilleta. Jour 4, une forte résistance mais pas d'armes. Jour 10, grève de la faim. Alimentation forcée à la cuillère. Digestion stable. Jour 16, désorienté. J'ai commencé à supplier. Chaque jour marqué à l'encre rouge épaisse, comme s'il s'agissait d'une mission ou d'un rituel. Il ferma le coffre, la nausée lui montant à la poitrine. Ce n'était pas un acte impulsif. Lucie l'avait surveillé, enregistré et organisé comme une expérience humaine. Ensuite, il est descendu au sous-sol. Cette fois, il a cherché sous les vieilles boîtes étiquetées « articles de mariage » qu'il n'avait jamais touchées auparavant. Dans un carton délabré, il trouva un vieil album photo. Pas de photos de mariage. Pas de fleurs ni de robe blanche. Uniquement des photos de classe. Des photos de l'album de fin d'année. Des coupures de journaux. Des photos de Lucie assise au premier rang, les yeux brillants et souriants. Et entre eux, des photos d'un homme. Gabriel Smith. Des photos de lui au bureau du professeur. Des photos de lui debout à côté du directeur. Même une de lui serrant la main d'une fille, Emma, la fille du directeur. En dessous, une légende rouge. La main qui a détruit mon avenir. Dans une fine enveloppe, il trouva des photocopies de documents officiels, ordre de nomination, résultats de bourse, relevés de notes révoquées de Lucie. Une page était barrée en rouge, avec les mots griffonnés. Ils ont ri de mes larmes. Alexandre s'est effondré sur le sol, le cœur battant. Chaque indice était comme un rocher s'écrasant sur sa poitrine, brisant toute image qu'il avait autrefois de sa femme gentille, calme et attentionnée. Il n'avait jamais imaginé qu'elle puisse nourrir une telle rage pendant tant d'années, la nourrissant silencieusement jusqu'à ce qu'elle explose. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il fouilla le tiroir en bois dans le coin du sous-sol, celui dont Lucie disait toujours qu'il ne contenait que de vieux livres de cuisine. Il a trouvé un disque dur externe, sur lequel était collée une note. Ouvert uniquement si je ne suis plus en vie. Son cœur battait fort. Les mains tremblantes, il brancha le disque dur sur son ordinateur portable. Un dossier est apparu, intitulé « Dossier douloureux ». À l'intérieur se trouvait une série de longues vidéos, non pas de la tente forestière, mais des images auto-enregistrées de Lucie. Plusieurs la montraient assise devant la caméra, sans maquillage, le visage émacié, les yeux gonflés et rouges. Vidéo 1. J'ai commencé à enregistrer pour ne pas oublier qui je suis. Vidéo 2. Il vit toujours comme si de rien n'était. Il achète des viennoiseries près de l'école. Il sourit aux nouveaux élèves. Pendant ce temps, chaque jour, je pense à la mort. Vidéo 7. Personne ne me croit. On dit que ce n'est qu'une bourse. Mais pour moi, c'était toute ma vie. Alexandre resta rivé à l'écran. Chaque mot prononcé par Lucie le frappait comme une gifle. Ce n'était pas quelqu'un qui avait perdu la tête. Pas quelqu'un de dérangé. Lucie parlait clairement, de manière cohérente dans la douleur, mais avec une maîtrise totale. Sa voix était ferme. Désespérée. Comme une phrase écrite en silence pendant des années. À la fin du dossier, une dernière vidéo, plus longue que les autres, datant d'il y a un mois. Lucie regardait fixement la caméra, vêtue d'une chemise noire. Demain, j'emmènerai Gabriel sous la tente. J'ai tout préparé. Personne ne sait. Alexandre, si tu regardes ça, c'est que je suis allé trop loin. Ou que je ne peux plus faire marche arrière. Alexandre agrippa le bord de sa chaise. Elle avait prononcé son nom directement. Pas de colère. Pas de reproche. Juste le message de quelqu'un qui s'enfonce dans l'obscurité, conscient de ses torts, mais sans trouver d'issue. Il resta immobile. Sa main était toujours sur la souris, mais ne cliquait plus. Il ne s'était même pas rendu compte que la nuit était tombée. Dehors, une légère pluie commença à tomber. La sonnette retentit. Soudain, perçant le silence. Alexandre sursauta. Il éteignit son ordinateur, se leva et monta à l'étage. Ouvrant la porte, il vit Steven, le voisin âgé. Le visage ridé mais vif. « Désolé de vous déranger », dit l'homme avec un fort accent de l'Idaho. « J'ai vu votre femme se promener dans les bois ces dernières nuits. Il pleut.
Je me suis inquiété. Alexandre déglutit. Merci, monsieur. Je vais lui parler. Steven hocha la tête, sur le point de s'éloigner, mais s'arrêta. Oh, il y a eu des hurlements ou quelque chose comme ça là-bas ces derniers jours. Je pensais que c'était des chiens sauvages, mais, c'est étrange. Alexandre sourit. Un sourire tordu. Ce ne sont peut-être que des renards. On les voit ici la nuit. Steven le regarda encore pendant 2 secondes. Puis il fit un léger signe de tête. Oui, espérons-le. Lorsque l'homme est parti, Alexandre est resté silencieux à la porte. Des hurlements. Peut-être que Gabriel était devenu fou. Ou peut-être était-il désespéré. Alexandre retourna à l'intérieur, marchant lentement vers la chambre. Lucie était revenue, changeant maintenant de vêtements dans la salle de bain. Il entendit le bruit de l'eau courante, le léger cliquetis d'un cintre frôlant les carreaux de céramique. Il s'est assis sur le lit. Il n'a pas allumé la lumière. Je n'ai pas dit un mot. Il regardait simplement le plafond. Tout s'effondrait. Mais le plus horrible n'était pas le chaos. C'était la réalisation terrifiante qu'il n'était plus sûr d'être simplement un étranger. Il était resté silencieux trop longtemps. Il s'en doutait. Il avait même découvert. Mais il a choisi le silence. Et maintenant, ce silence? Cela faisait partie de la cage. Lucie ouvrit la porte de la salle de bain, ses cheveux encore mouillés. Une fine serviette drapée sur une épaule. Elle vit Alexandre assis bien droit sur le lit, les mains soigneusement posées sur ses cuisses, le regard vague. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle doucement, jouant toujours le rôle de l'épouse attentionnée. Alexandre n'a pas répondu tout de suite. Il respirait simplement, longuement, las. « Tu sais que je sais. » Lucie s'approcha et s'assit sur la chaise en face de lui. « Nous n'avons plus besoin de tourner autour du pot. » Il la regarda. « Tu ne le regrettes pas ?» Lucie secoua la tête. « Non. Vous venez d'admettre avoir kidnappé quelqu'un. Le garder enfermé pendant 1 mois. Le torturer. Je l'enregistre. Je le documente comme une expérience tordue. Et tu ne penses pas que ce soit mal ? » Elle joignit les mains. « Je n'ai pas détourné le regard. Je ne pense pas que ce soit mal pour moi. Légalement, oui, j'ai peut-être enfreint la loi. Mais je n'ai aucun regret. Est-ce que tu t'entends au moins ?» La voix d'Alexandre était tendue, les dents serrées. « C'est un être humain, Lucie. Un être humain. Pensait-il que j'étais un être humain ?» Sa voix était basse, calme, comme l'eau calme d'un puits profond. « Quand il m'a coûté ma bourse pour son gain personnel. Il a ri pendant la cérémonie de remise des prix alors que j'étais assis dans une pièce et que mes parents me criaient dessus. Je lis la lettre de refus. Après ça, j'ai fait mes bagages. J'ai quitté Boston. Je n'y suis jamais retourné. » Alexandre se leva, marcha jusqu'à la porte, puis se retourna. « Je comprends. Tu as été blessé. Mais cela s'est produit il y a plus de 10 ans. Tu as essayé de passer à autre chose, n'est-ce pas? Nous avons construit une maison. Une famille. Tu ne peux pas continuer à porter ce feu éternellement. » Lucie leva les yeux. Son regard était terriblement calme. « Parce que vous ne savez pas ce que l'on ressent quand l'injustice n'a pas de nom, » a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas oublier. Parce que personne ne l'a jamais fait se souvenir. Chacun survit de manière différente. C'est la voie que j'ai choisie. Votre chemin est de devenir un criminel. Ma façon de faire, murmura-t-elle, c'est de lui faire goûter une fraction de la suffocation dans laquelle j'ai vécu toute ma jeunesse. » Alexandre trébucha en arrière et heurta la commode. Son souffle était difficile. Sa tête bourdonnait. « Lucie, pensais-tu que je prendrais ton parti ?» Elle n'a pas répondu. Je l'ai juste regardé pendant un long moment. Puis finalement, dit-elle doucement. « Non. Je savais que tu ne pouvais pas. » Un silence s'installa. Lourd. Comme la pierre. Puis Lucie eut un léger sourire. Pas amer. Je ne me moque pas. Juste un sourire de quelqu'un qui connaissait déjà la fin. « Tu veux tout entendre ?» demanda-t-elle. Alexandre hocha la tête. Tremblant. Mais il ne s'est pas arrêté. Lucie se leva, se dirigea vers l'étagère et en sortit une petite boîte en bois.
Elle a ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvaient quelques vieilles photographies, une feuille de papier jaune pâle et une lettre manuscrite. Elle les a disposées sur la table. Ceci est la feuille de notation originale. Je l'ai copiée en secret avant que l'école ne confisque tout. Mon score réel était de 9,8. Ensuite, la transcription publiée indiquait 8 points. Et voici la lettre de refus de l'American Scholar Fund. Alexandre a pris la lettre. L'encre avait disparu, mais l'écriture était toujours claire. Nous avons le regret de vous informer que vous ne remplissez pas les conditions requises pour la bourse d'internat. Lucie a pointé du doigt la dernière ligne. Basée sur les résultats académiques finaux fournis par l'école. J'ai déposé une plainte, a-t-elle poursuivi. Mais ils ont dit qu'il n'y avait aucune divergence. Personne n'a enquêté. Mon père m'a traité de stupide parce que je m'étais vanté auprès de tout le village avant d'avoir pris la décision. Ma mère a pleuré pendant 3 jours. Alors, ils m'ont fait quitter l'école. Retourner à la maison. Travailler comme aide de cuisine. Elle prit une profonde inspiration. Puis elle continua, la voix ferme, comme si elle récitait un vieux rituel. Tu sais ce que ça fait, Alexandre? Être forcé d'être l'échec. Qualifié de délirant. Même Jessica, ma meilleure amie, m'a dit. N'en fais pas tout un plat. Et Gabriel? Il a reçu un prix. J'ai été promu conseiller littéraire. J'ai acheté une nouvelle voiture. Alexandre posa le papier. Ses yeux brûlaient. Vous auriez pu intenter un procès. Vous auriez pu utiliser la vidéo comme preuve. Je suis allé à la presse. Je l'ai exposé. Pourquoi choisir d'enfermer quelqu'un comme un animal? Parce que je ne voulais pas qu'il pleure à la télévision pour obtenir de la sympathie. Être pardonné. Écrire un livre intitulé J'y ai fait des erreurs. Je ne voulais pas qu'il ait la chance d'être une victime. Je voulais qu'il se taise. Aucune justification. Pas d'échappatoire. À ce moment-là, Alexandre sentit quelque chose en lui se briser. Tu voulais un enfant, dit-il soudain. Nous avons essayé. Nous l'espérions. Et quand nous avons perdu le bébé, tu as commencé à changer. Maintenant, je comprends pourquoi. Lucie baissa la tête. Perdre le bébé, c'était comme si c'était la 2e fois qu'on me volait quelque chose de précieux. Je crois que si notre enfant grandissait un jour, il demanderait. De quoi as-tu rêvé, maman? Et je devrais répondre. J'ai fait un rêve. Mais quelqu'un l'a emporté. Elle essuya une larme qui coulait sur sa joue. Pour la première fois depuis des mois. Alexandre la vit pleurer. Pas par colère. Pas dans l'amertume. Mais dans l'épuisement. Je ne sais plus où m'arrêter, Alexandre, murmura-t-elle. Je suis allé trop loin. Et je ne sais même pas quel chemin mène au retour. Alexandre s'avança et posa une main sur son épaule. Sa main tremblait. Son cœur battait fort. Lucie, tu peux arrêter. Vous ne l'avez pas blessé de façon permanente. Tu peux régler ça, si tu le veux. Non. Cela ne peut pas être réparé. Elle secoua la tête. Seulement accepter. Et cela a été poursuivi d'une certaine manière. Non, interrompit-il, la voix brisée. Avancer ne signifie pas continuer sur la mauvaise voie. Avancer, c'est trouver un moyen de vivre. Sans devenir un monstre. Lucie le regarda. Comme si elle entendait ces mots pour la première fois. Tu crois encore en quelque chose de beau, dit-elle. Alexandre n'a pas répondu. Il l'a juste regardé. Long et plein de douleur. Je ne sais plus, murmura-t-il. Mais je ne peux pas te regarder disparaître dans la haine comme ça. Lucie s'assit et enfouit son visage dans ses mains. Ces mots sortirent en halètements entrecoupés. Que ferez-vous? Tu me dénonces? Allez à la police? Alexandre se dirigea vers la porte. Mais je ne l'ai pas ouvert. Il se tenait là, le dos tourné vers elle. Je ne sais pas, dit-il, les yeux fermés. J'ai besoin de réfléchir. Et moi, demanda Lucie derrière lui. Si je devais tout recommencer. Je ferais toujours la même chose. Alexandre ne s'est pas retourné. Il sortit dans le couloir, descendit les escaliers. Et je me suis assis sur le canapé. Cette nuit-là. Il n'a pas dormi.
Dans l'obscurité, il entendit les pas doux de Lucie se déplacer dans la maison. Dans la cuisine. Verser de l'eau. Pas de sortie en forêt. Plus de mots. Mais le silence ne signifiait plus la paix. C'était maintenant l'espace d'attente d'une question imminente. Choisirait-il ce qui était juste? Ou que restait-il? Alexandre a quitté la maison à l'aube, sans dire un mot à Lucie. Le ciel était couvert. Des nuages gris s'étendent sur la route qui mène à la ville. Un vent froid balayait les arbres, emportant avec lui le souffle sifflant des fantômes silencieux. Il conduisait lentement, sans destination. À chaque feu de circulation. Chaque petite colline. Chaque intersection. Flouté dans le désordre de ses pensées. Dans la poche de son manteau. La clé USB contenant toutes les vidéos, tous les enregistrements audio et tous les documents écrits de Lucie. Pesait lourdement. Il est arrivé à Central Park dans l'Idaho. Juste au moment où l'horloge sonnait 8h30. C'était autrefois leur lieu de rendez-vous. Au début. Quand Lucie riait, son visage était radieux, ses yeux pétillants comme s'il n'avait jamais connu l'obscurité. Maintenant, tout était différent. Il s'assit sur un banc près de la fontaine tarie. Non loin de là, un groupe de collégiens s'était rassemblé. Un petit garçon portant des lunettes a été poussé au sol par 3 autres personnes ou une poussée violente. Son sac à dos s'est envolé. Les livres se sont éparpillés. Le garçon s'est mis à pleurer. Alexandre serra les poings, prêt à se lever, mais personne ne dit rien. Les adultes qui passaient détournèrent la tête. Une femme promenant son chien jeta un bref coup d'œil, puis accéléra le pas. Personne n'est intervenu. Personne n'a jugé la situation urgente. Les 3 brutes ont ri bruyamment, puis sont partis comme si de rien n'était. Le garçon se leva tout seul, ramassant tranquillement ses livres. Aucun appel à l'aide. Aucun appel à qui que ce soit. Alexandre resta figé, la rage montant, non pas dirigée contre quelqu'un en particulier, mais contre cette froideur même, cette indifférence, comme des murs de pierre. Cela me semblait familier. C'est un peu comme ce que Lucie avait dit un jour, personne n'a parlé. Personne n'a rien fait. Il se souvenait des paroles de Jessica, Lucie a crié, mais tout le monde avait trop peur de s'impliquer. Il se souvenait de la façon dont Steven était méfiant mais n'avait jamais demandé. Il se souvenait comment lui-même était resté silencieux, nuit après nuit, par peur, par espoir et par refus d'affronter la vérité. Alexandre s'est reconnu dans ces gens qui passaient devant le garçon victime d'intimidation. Il croyait autrefois qu'il était un homme bon. Mais la bonté ne signifie rien si vous restez immobile. Et maintenant, il se voyait avec toute sa faiblesse, sa confusion, ses doutes assis ici au milieu d'une société qui choisit de détourner le regard. Lucie avait fait quelque chose d'impardonnable. Mais peut-être n'était-elle que le résultat final d'une chaîne de négligence, de mépris, de silence. Il a mis la main dans sa poche et a sorti la clé USB. C'était petit, mais il contenait tout, les preuves pour incriminer Lucie, et aussi la preuve de la raison pour laquelle elle était devenue ce qu'elle était. Alexandre se tenait devant le bâtiment de la police provinciale de 3 étages. Mur blanc. Le drapeau américain flotte légèrement sur le toit. À l'entrée, un gardien fumait. Il avançait, chaque pas lui donnant l'impression de marcher sur des pierres pointues. Son souffle devint plus lourd. Dans son esprit résonnaient les paroles de Lucie. Si la loi ne protège pas les faibles, j'écrirai la mienne. Il s'arrêta sur les marches, sa main serrant fermement la clé USB. La porte vitrée reflétait son visage épuisé et anxieux, et surtout une désorientation morale qui ne pouvait être effacée. Encore quelques pas et rien ne sera plus jamais comme avant. Lucie serait arrêtée. Sa vie et la sienne allaient s'effondrer. Mais s'il ne le signalait pas, Gabriel risquait de mourir dans les bois. Ou pire, personne ne le saurait jamais. Et Lucie pourrait continuer avec quelqu'un d'autre. Alexandre se retourna et regarda la ville. Les voitures circulaient encore. Les gens passaient encore. Les bureaux étaient ouverts. Les enfants se dirigent vers l'école. Tout fonctionne comme si rien n'était cassé au cœur du monde. Une voix vint de derrière. « Puis-je vous aider ?» demanda un jeune officier, sur le point d'entrer. Alexandre ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas. Il regarda le visage clair et sérieux de l'officier, puis jeta un coup d'œil à la clé USB dans sa main. Un éclair de souvenir m'est revenu, Lucie dans une simple robe blanche. Le jour de leur mariage.
Elle a dit un jour, je veux que notre maison soit un endroit où je puisse vraiment être moi-même. Et maintenant, qui était ce moi? Alexandre fit un léger signe de tête à l'officier. Non, je passais juste par là. Très bien. Bonne journée. Il se détourna et descendit les escaliers. Le vent lui fouettait le cou, suffisamment froid pour toucher ses os. Alexandre ne savait pas ce qu'il faisait. Seulement, à chaque pas, il avait l'impression de porter une question sans réponse. Il n'est pas rentré chez lui tout de suite. Il s'est rendu à la bibliothèque provinciale, a emprunté une salle informatique et s'est connecté à son courrier électronique personnel. Il a ouvert sa boîte de réception et a tapé l'adresse jason.carter@humanrigsadvocacy.org. Un avocat des droits de l'homme bien connu à Boston, quelqu'un que Samuel avait un jour mentionné. Spécialiste des condamnations injustifiées, des abus et des violations éthiques dans l'éducation. Il a attaché le contenu de la clé USB à un dossier et a commencé son message par. Tout cela est la preuve d'une détention illégale, mais aussi la preuve d'une tragédie à laquelle la société n'a jamais voulu faire face. Il n'a pas appuyé sur « Envoyer ». Pas encore. Il fixait l'écran, la main survolant la souris. Lucie n'était pas innocente. Mais elle n'était pas folle non plus. Elle était tout simplement trop lucide, trop blessée et trop seule. Alexandre comprit qu'aux yeux de la loi, la vérité était que Lucie avait commis un crime. Mais dans son cœur, une vérité plus profonde se profilait, elle avait été abandonnée depuis longtemps. Il a enregistré l'email comme brouillon, puis s'est levé. Sur le chemin du retour, il s'arrêta à la vieille boulangerie où Lucie avait travaillé à temps partiel au début de leur mariage. La propriétaire du magasin, Madame Linda, le reconnut et le salua joyeusement. « Tu es seul dehors aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Oui, je me demandais juste. »« Comment va Lucie ces jours-ci ? » ?»« Je ne l'ai pas vue depuis un moment. »« Elle va bien, » répondit Alexandre, ne sachant pas s'il mentait ou disait la vérité. Madame Linda a emballé un petit pain au lait. « Donne-lui ça, d'accord ? C'est celui-là qu'elle adorait avant. » Alexandre la remercia, prit le petit pain et retourna à sa voiture. Il regarda la petite pâtisserie sucrée. Pourtant, à ce moment-là, cela ressemblait à un rappel amer. Quand il est rentré à la maison, Lucie était assise sur le canapé. Pas de lumière. Pas de musique. Juste contempler les bois, comme toujours. Elle n'a pas demandé où il était allé. Il ne lui a pas demandé ce qu'elle pensait. Alexandre a placé le petit pain sur la table. « Est-ce que tu aimes toujours ça ?» Lucie le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait ni haine, ni remords, seulement de l'épuisement, jusqu'au plus profond de son être. « Oui, » répondit-elle, « mais je n'ai plus faim. » Alexandre s'assit à côté d'elle. Pour la première fois depuis de nombreuses nuits, ils restèrent assis en silence. Deux personnages. Deux mondes. Autrefois croisés, elle est désormais parallèle, sans point de croisement. La nuit est tombée. La forêt derrière la maison restait plongée dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, Alexandre savait qu'il ne pourrait pas rester silencieux éternellement. Mais il ne pouvait pas non plus repousser Lucie immédiatement. Il avait besoin de temps. Et elle aussi. Et l'homme dans les bois avait besoin de vivre. Alexandre ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis que tout a commencé, il ne se sentait plus tremblant. Seul le froid s'était durci comme un roc dans sa poitrine. Demain, il ferait quelque chose. Pas pour sauver Lucie. Mais pour se sauver de la complicité. Le lendemain matin, Alexandre s'est réveillé tôt. J'ai fait du café comme toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Plus de tremblement. Plus de confusion. Seulement une lourde résolution. Il ne pouvait pas laisser Lucie sombrer davantage. Lucie est descendue, les cheveux lâchés, portant un pull fin. Elle le vit assis à la table. Une enveloppe blanche se trouvait sous sa main. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix rauque. « J'ai envoyé les vidéos, les documents et une explication à un avocat spécialisé dans les droits de l'homme à Boston, » a déclaré Alexander. Son nom est Jason Carter. Lucie se figea. Ses yeux clignèrent. Mais son expression ne changea pas comme il l'avait prévu. Elle a simplement demandé, « Tu as choisi cette voie. » Je ne peux plus rester immobile, Lucie. Elle s'assit sur la chaise en face de lui. « Tu me dénonces. » Non,
dit Alexandre en secouant la tête, la voix rauque. Je te mets sur un chemin où tu ne te noieras plus dans la vengeance. Lucie laissa échapper un rire aigu et froid. Tu penses qu'un avocat me sauvera? Non, répondit-il, mais la vérité pourrait l'être. Le monde ne se soucie pas de la vérité, murmura-t-elle. Le monde ne se soucie que de l'ordre. Alexandre tendit la main et lui toucha légèrement la main. Alors, brisez cet ordre, de la bonne manière. Lucie retira sa main. Il est toujours vivant. Il respire toujours. Toujours enfermé. Alors, que dois-je faire maintenant? Alexandre se leva, se dirigea vers le placard et en sortit un dossier déjà imprimé. Nous allons au poste de police. Vous avouerez, mais avec un avocat à vos côtés. Avec des preuves. Avec l'histoire complète. Vous serez maître de votre récit. Personne d'autre ne le déformera. Lucie ne dit rien. Encore une fois, seulement le silence. Il n'a pas poussé. Il lui versa plus de thé et attendit. Finalement, elle parla. Sa voix résonne comme dans les profondeurs d'un puits. Je ne sais pas par où commencer. Alexandre eut un sourire fatigué. Commence là où tu es tombé. 2 jours plus tard, ils étaient assis dans le bureau de Jason Carter, une pièce petite mais ordonnée, dont les murs étaient tapissés d'affiches sur les droits de l'homme et la justice dans l'éducation. Jason, la cinquantaine, les cheveux poivre et sel et le regard perçant, écouta en silence pendant plus d'1 heure Lucie tout raconter. Il ne l'a pas interrompu. Il ne l'a pas arrêté. Il ne l'a pas jugé. Quand elle eut fini, le silence persista pendant plusieurs longues minutes. Tu as gardé ta raison pendant tout ça, dit doucement Jason. Et c'est à la fois la preuve que tu peux te rétablir, et la raison pour laquelle la justice ne peut pas t'ignorer. Lucie leva les yeux. Je ne recherche pas la miséricorde. Je veux juste ne pas vivre un jour de plus dans le noir. Jason hocha la tête. Vous ne serez pas seul. J'irai avec vous 2 au poste de police. J'enverrai également toutes les preuves de la mauvaise conduite de Gabriel Smith aux médias, de manière contrôlée. Alexandre a demandé. Que penses-tu qu'il va arriver à Lucie? Jason fit une pause. Je pense qu'elle sera temporairement détenue pour enquête, mais comme il n'y a pas de blessure grave, pas de casier judiciaire et une coopération totale, elle ne sera pas inculpée de manière sévère. Le plus important, c'est que son histoire soit racontée. Lucie hocha lentement la tête. J'ai réécrit un journal des jours passés. Je veux te le donner. Elle sortit de la poche de son manteau un vieux carnet, la couverture froissée, les pages jaunies. Jason l'a pris avec précaution. Merci. Je protégerai cette histoire. Sur le chemin du poste de police, Lucie s'est assise sur le siège arrière entre Alexandre et Jason. Elle ne dit rien, elle regarda simplement par la fenêtre les arbres printaniers qui commençaient à bourgeonner. « As-tu peur » demanda-t-elle à Alexandre. « Peur de quoi ?»« J'ai peur d'être laissé pour toujours dans un endroit froid. » Alexandre regarda droit devant lui. « Je n'ai pas peur de ça. J'ai juste peur que tu cesses d'être toi-même. Et si je ne peux pas redevenir moi-même? Alors j'attendrai, une version différente de toi. Pas parfait. Juste honnête. » Les yeux de Lucie se remplirent de larmes. « Tu es un imbécile. » Alexandre lui tenait la main sans rien dire. Au poste de police, Lucie est entrée dans la salle d'interrogatoire avec le dos droit. Elle a raconté chaque détail clairement, comment elle a suivi Gabriel, tout planifié, construit la tente, l'a déplacé, a pris soin de sa santé, n'a pas utilisé de force excessive, ne l'a pas torturé. Elle a souligné. Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais qu'il se souvienne. Souvenez-vous de ce qu'il a fait et du silence qui a suivi chaque appel à l'aide. L'enquêteur, Paul Monroe, un homme d'âge moyen austère portant des lunettes, a demandé à nouveau. Saviez-vous que c'était illégal du début à la fin? Lucie hocha la tête. Je n'ai jamais pensé que c'était légal. Mais je croyais que c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que si personne ne le voyait comme un destructeur, alors au moins une personne devait le lui faire ressentir. Paul interrompit son écriture, puis regarda Jason, qui feuilletait les dossiers de Gabriel. Jason a dit. Nous avons envoyé des preuves au Conseil régional de l'éducation. De la notation des dossiers aux emails internes. Et plus que cela, j'ai au moins 2 nouveaux témoignages d'anciennes victimes de Gabriel. Elle n'est pas la seule. Paul a demandé.
Lucie baissa les yeux vers la table. Non. Paul se pencha en arrière en soupirant. Cette affaire sera compliquée. Mais j'apprécie votre honnêteté. Lucie baissa la tête, sans rien dire de plus. Lorsqu'ils quittèrent la salle d'interrogatoire, Alexandre se plaça à côté de Lucie. Elle le regarda, les yeux rouges et gonflés. J'ai cru que j'allais craquer, murmura-t-elle. Mais au lieu de cela, je me sens plus léger. Parce que tu as arrêté de t'emprisonner, répondit Alexandre. Jason fit un doux sourire, posant une main sur l'épaule de Lucie. La route est longue. Mais aujourd'hui, tu as choisi la bonne porte. Cet après-midi-là, le journal local publiait le premier titre. Une enseignante primée accusée de falsification de notes à des fins personnelles ou une victime a fait justice elle-même. L'avocate Carter confirme l'existence de plusieurs dossiers irréguliers. Alexandre a lu l'article alors qu'il était assis à côté de Lucie dans la salle d'attente devant le poste de police. Elle venait de signer sa déclaration finale. On s'attendait à ce qu'elle soit libérée pendant l'enquête, en raison de sa coopération et de circonstances particulières. Lucie ferma les yeux et appuya sa tête sur son épaule. Pour la première fois depuis des années, elle murmura. « Je ne me sens pas comme un fantôme. » Alexandre lui serra doucement la main. Et ce n'est que la première étape. 2 jours seulement après les aveux de Lucie, l'histoire s'est répandue sur les réseaux sociaux. Ce qui semblait être une affaire personnelle est devenu le titre du mois. Un enseignant vétéran abuse de son pouvoir, la victime rétablit la justice d'une manière inimaginable. Le journal télévisé du PBS Evening News a débuté avec des images de Gabriel Smith emmené à l'hôpital, physiquement épuisé, mentalement instable, mais pas dans un état critique. Les médecins ont confirmé, il n'avait pas été torturé, ne présentait aucune blessure grave, mais seulement des signes de malnutrition et de troubles anxieux aigus. La police a confirmé qu'il avait été mis sous sédatif et emmené dans la forêt, gardé dans une tente de fortune pendant 29 jours. Aucun rapport de disparition n'avait été déposé, car Gabriel vivait seul, avait pris sa retraite anticipée il y a 3 ans et avait peu d'interactions sociales. Lorsqu'il reprit connaissance, Gabriel pleura, mais ne dit rien. Son avocate commise d'office, une femme nommée Sophia Lewis, a confirmé. Il n'a jamais nié ses fautes passées. Mais il n'a pas non plus montré de remords. L'événement a déclenché un effet domino. 2 autres anciens étudiants, Julian Parker et Emily Thompson, ont déposé plainte. Ils ont raconté avoir été retirés des listes d'examen des bourses sans explication. Il y avait même des preuves par courrier électronique de correspondance interne. L'indignation du public a augmenté. Le ministère de l'Éducation de l'État de l'Idaho a tenu une conférence de presse soudaine. Nous nous engageons à examiner tous les dossiers de bourse de 2009 à 2012, en particulier ceux impliquant l'enseignant Gabriel Smith, a déclaré le porte-parole du département. Lucie regardait la conférence de presse depuis le canapé, les mains posées sur ses genoux, les yeux contemplatifs. Alexandre lui apporta du thé et s'assit à côté d'elle. « Je pense que tout sera à nouveau oublié, murmura-t-elle. « Non, dit Alexandre. Les gens se souviendront, parce que vous les avez fait se souvenir. » Lucie resta assise immobile. « Sans toi, j'aurais probablement continué plus loin. Je n'aurais jamais arrêté. » Il posa sa main sur son épaule. « Et sans toi, j'aurais toujours été quelqu'un qui se tenait en dehors de la vérité. » Elle se tourna pour le regarder et, pour la première fois depuis des mois, ses yeux s'adoucirent, n'étant plus obscurcis par l'obscurité. « Alors, qu'est-ce qu'on est, après tout ça ?» Alexandre sourit. 2 personnes qui se sont perdues, mais qui ont eu la chance de se retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Lucie a été placée en résidence surveillée pendant l'enquête. Chaque semaine, elle rencontrait une conseillère psychologique du département, Laura Bennett, une femme d'une 30aine d'années, vive et ferme. Lors de la première séance, Lucie n'a rien dit pendant 15 minutes. « Tu crois avoir besoin d'aide ?» demanda Laura. « Non, » répondit Lucie, les yeux fixes. « J'ai juste besoin qu'on me croie. » Laura a écrit quelques lignes. Alors commençons par là. Au cours des séances qui ont suivi, Lucie a progressivement commencé à partager le sentiment de trahison, le long isolement, le froid dans sa poitrine qui persistait comme un hiver sans fin. Laura ne s'est pas précipitée pour la réparer. Elle écoutait simplement, dans le rôle de quelqu'un qui aide à défaire un nœud. Un après-midi, Lucie dit « Je pensais que j'étais plus fort. Mais je n'étais pas fort. Je me suis juste endurci. »
Laura hocha la tête. Le durcissement n'est pas la guérison. C'est de l'autoprotection. Mais ensuite, j'ai été étouffée par cette coquille, murmura Lucie. Tu n'es plus seule, dit doucement Laura. Lucie resta silencieuse, puis hocha la tête. 3 mois plus tard, le tribunal a statué. Lucie Harris n'était pas une personne dangereuse. Elle n'a pas été inculpée au pénal, en raison d'aveux volontaires, de l'absence de préjudice grave, de la pleine coopération avec les enquêteurs, d'antécédents documentés de dépression et de l'absence d'intention de tuer. Elle a été condamnée à une réhabilitation sans incarcération, assortie d'un traitement psychologique obligatoire et de 2 ans de travaux d'intérêt général. Devant la salle d'audience, des dizaines d'inconnus attendaient, non pas pour protester, mais pour témoigner leur soutien. Ils étaient parents, anciens élèves et défenseurs de la justice éducative. Une femme s'est avancée. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a sorti un mouchoir. Sa voix était brisée par l'émotion. Ma fille a échoué une fois, parce qu'elle n'a pas remis tous les documents à temps. Mais tout le monde connaissait la véritable raison. Vous avez fait ce que nous autres avions trop peur de faire. Lucie ne répondit pas. Mais les larmes coulaient sur ses joues, imparables, silencieuses. Alexander lui serrait la main fermement, d'une voix assurée. Ils vous ont entendu. Elle hocha légèrement la tête. Et pour la première fois, ce n'était pas de chagrin, mais de soulagement. Gabriel Smith fut placé dans un hôpital psychiatrique civil. Le Conseil de l'éducation l'a officiellement déchu de tous ses prix et distinctions. Une enquête interne a conduit à la suspension de 3 membres du personnel administratif pour complicité. La presse a qualifié cet événement de « séisme éducatif de la décennie ». Dans une interview spéciale, Jason Carter a déclaré sans détour. Lucie Harris n'est pas une héroïne. Mais elle nous a forcés à affronter les blessures que ce système a balayées sous le tapis pendant des années. Lucie a choisi de se retirer des médias. Elle a vécu discrètement, a suivi une thérapie régulière et s'est mise à écrire. Non pas un journal de ressentiment, mais un petit livre pour les élèves défavorisés. Un matin de fin d'été, elle s'est tournée vers Alexander et lui a dit « Je veux enseigner à nouveau. Pas pour l'argent. Pas pour la rédemption. Mais parce que si je veux guérir, je dois recommencer là où j'ai été mis à terre. » Alexander la regarda, le cœur rempli de fierté. « Comment appelleras-tu ce cours ?» Lucie regarda vers les bois. Ce qui était autrefois plongé dans l'ombre était maintenant percé par la lumière du soleil, filtrant à travers les feuilles et réchauffant le sol de la forêt. Elle répondit doucement. La classe Hope.